En fait, je vais être quand même assez brève parce que c'est quand même assez artificiel de prétendre tirer des conclusions, disons, un peu réfléchies sur un colloque qui a duré quand même plus de 2 jours, avec une dernière session qui vient d'avoir lieu il y a quelques minutes, donc difficile de prendre en compte ce qui vient d'être dit et qui était très très intéressant. Donc, première chose, je dirais, Loïc, nous y sommes arrivés. Ça, c'était l'objectif premier de ce colloque, parvenir à l'organiser. Je suis moins responsable de l'organisation, bien sûr, que Loïc Bienassi, donc merci à lui pour la logistique parfaite, malgré les difficultés du moment et cette épidémie qui nous empêche d'agir comme nous voudrions. Et je sais que certains de nos amis, aujourd'hui, ont dû passer un test pour être sûrs de pouvoir rentrer chez eux. Donc, les choses étaient très difficiles et vraiment, on se demandait si on allait parvenir à vous réunir. Et je vois... Alors, nous craignons que la dernière matinée de samedi se fasse devant une salle vide. Ce n'est pas le cas. Et je vous félicite et je vous remercie d'être venus pour cette dernière demi-journée. L'un des premiers objectifs de ce colloque, je vais peut-être faire comme ça, parce qu'il n'est jamais à la bonne hauteur. L'un des premiers objectifs de ce colloque avait été d'essayer de trouver une articulation, donc c'est ce qu'on avait dit tout au début de l'ouverture du colloque, entre les recherches en sciences sociales et celles qui sont effectuées dans d'autres champs disciplinaires qui relèvent plus, disons, des sciences, même si les sciences sociales sont bien des sciences, mais disons des sciences moins molles que les nôtres. En tous les cas, c'est ce que prétendent les gens qui font, je ne sais pas, de la physique, des mathématiques, ou encore que la physique. Enfin bon, je ne vais pas émettre de jugement. Donc ça, d'une certaine manière, nous avons en partie réussi, je pense, cette articulation avec les interventions de certains de nos collègues, en particulier Régis Sankar, Diana Cardenas et notre ami Olivier, dont tout d'un coup je perds le nom, mais il sait très bien, de qui, Olivier Manta, pardonne-moi, qui sont intervenus vraiment dans leur champ d'activité et qui nous ont montré effectivement l'intérêt de cette articulation entre deux champs. Et évidemment, ça ne concerne que certains chercheurs qui sont déjà motivés. Mais nous espérons élargir encore cette collaboration qui, je crois, est tout à fait féconde. Alors, un grand nombre de questions ont été abordées pendant ces 2 jours et demi. C'est pourquoi il est très difficile de faire vraiment une synthèse. Enfin, je pense qu'il est quasiment impossible sans avoir digéré ce que nous avons entendu. Alors, en ce qui me concerne, ma digestion est assez lente et donc je ne me vois pas vous proposer le résultat d'une digestion rapide. Et d'autant que, comme je le disais, il manquait une demi-journée. Et cette difficulté, nous l'avons manifestée, je l'ai déjà évoquée, dans les trois sessions qui ont été intitulées « Normes et valeurs sociales des aliments ». Car, de fait, tout se trouvait dans tout. Mais quand même, il y avait des similarités entre certaines interventions, comme pour ce qui était des diététiques anciennes ou le regard du médecin, etc. Alors, moi, en travaillant sur
une tentative de conclusion, j'ai essayé de repérer qu'est-ce qui pourrait nous réunir. Alors, il me semble que 2 mots, pour moi, ont joué un rôle important. Alors, le premier, qui n'est pas du tout étonnant, est celui de la femme. Et il se trouve que dans un grand nombre d'interventions, nous avons vu que les femmes constituent un élément clé de cette affaire de prescription, d'injonction, et finalement pas tellement de choix alimentaires jusqu'à hier. Ce matin, nous avons vu que le choix tout d'un coup est apparu, mais hier, nous n'avons jamais prononcé le mot de choix, en fait, parce que justement, il y avait prescription et injonction, et donc pas du tout choix. Et la femme est indubitablement liée à l'alimentation. Elle est, bien sûr, alors en tant que nourricière, de par son corps, elle est nourricière, mais aussi elle administre des bouillons, par exemple. Nous avons vu cette question dans des bouillons, des bouillies à ses enfants, comme nous l'avons vu dans cette intervention sur des peintres français du XVIIIe siècle. Et là, il y a quand même une représentation du devoir maternel. Alors, ce n'était pas tout à fait l'objet de l'intervention, puisqu'il s'agissait d'évaluer sur un plan artistique, plus ou moins artistique, ces représentations, mais en tout cas, la femme était là avec son devoir de maternel, de nourrir les enfants. Et alors, autre rôle de la femme qui est apparu au grand jour aussi, c'est qu'elle est étroitement liée, alors on dit au sucré en français, mais en fait c'est à la douceur, toujours de par sa nature même, si on peut dire, de par sa complexion naturelle, car elle est plutôt de nature froide et disons que le sucré, les choses douces, lui conviendraient pour rétablir un certain équilibre. Et dans le cadre, par exemple, de ce dont nous a parlé Jean-Philippe Lapeyrière avec sa collègue, là, il s'agit d'autre chose. La femme est tout d'un coup la réceptrice privilégiée de politiques officielles dans le cadre d'une restauration de la vie rurale au Québec au début du XXe siècle, et on compte sur elle pour insuffler une nouvelle ardeur patriotique à travers la maîtrise d'un corpus culinaire officiel et d'autres injonctions gouvernementales. Et alors, évidemment, l'exemple qui nous a le plus frappé, c'est le rôle de la femme comme réceptrice, cette fois-ci, d'injonctions, et notamment au moment de cette période critique de sa vie, qui est celle de la grossesse et des suites de la grossesse, quand elle est soumise à un nombre de prescriptions alimentaires et qu'en s'y soumettant, elle est censée protéger sa progéniture et assurer la survie du groupe auquel elle appartient. Enfin, les femmes sont les médiatrices de ce qui a été souvent qualifié dans les interventions de modernité. Et justement, en Afrique, mais pas seulement en Afrique, on a vu que c'était aussi le cas au Mexique et dans d'autres sociétés et d'autres environnements culturels. Et même, on a constaté l'hypothèse de l'intervention d'une main de femme dans le manuscrit français de la bibliothèque de Cracovie, le manuscrit médiéval, puisque la réorganisation, ou sinon, pas l'index, mais la table des matières, aurait, d'après notre collègue, serait peut-être de la main d'une femme. Donc les femmes sont partout. Et je
j'en vois l'exemple parmi vous, c'est-à-dire que vous êtes une majorité de femmes. Je suis désolée pour ces messieurs. Nous sommes très contents qu'il y ait aussi des messieurs, bien évidemment, mais ici, il y avait une majorité de femmes. Et ce constat doit susciter notre réflexion. Pourquoi, dans les études sur l'alimentation, le plus souvent, ce sont des femmes qui sont majoritaires. Elles ne sont plus minoritaires cette fois-ci, et la parité devrait s'exercer à l'envers. C'est-à-dire qu'il faudrait quand même qu'il y ait un petit peu plus de messieurs qui s'intéressent aussi à ces questions. Alors, évidemment, tout ce que j'ai dit auparavant laisserait supposer que les femmes ont, selon un tropisme naturel, devraient s'occuper des questions alimentaires. Et je ne pense pas que ce soit nécessairement le cas, et il faudrait aussi que des jeunes hommes ou même des hommes plus adultes s'intéressent aussi aux questions alimentaires. Ça ne peut pas être seulement un objet, entre guillemets, féminin. Alors, il y avait un autre mot qui a attiré mon attention et qui a été lancé par Régis Ankar, notre médecin, hier. Et alors là, vous allez trouver que j'exagère, mais c'était le mot placebo. Alors, vous savez, le placebo, c'est l'effet psychologique qui permet qu'un médicament vide de substance peut conduire à une guérison. Alors, pourquoi est-ce que ce concept de placebo peut nous intéresser ? Et je crois que, en fait, dans la tête de Régis Ankar, placebo pour lui allait bien au-delà de cette histoire d'effet psychologique, ou plutôt, il voulait dire, en employant le mot placebo, qu'est-ce que c'est que cet effet psychologique ? Parce que derrière un effet psychologique, il y a des systèmes de croyances, il y a des systèmes imaginaires, et les patients de Régis peuvent guérir en ayant recours non pas seulement à ce qu'on suppose de temps en temps par l'expression pensée magique, et il est absolument opposé à l'idée de pensée magique, comme s'il pouvait y avoir une fée qui arrive avec sa baguette. Non, je parlais avec lui et je lui dis, il y a un déclic. Il me dit, non, ce n'est pas une question de déclic, justement. C'est une question on ne sait pas, mais d'habituation. Et à un moment, les malades entreprennent de changer leur régime alimentaire pour leur grand bien. Oui, on sait très bien que tout le monde sait que fumer est nocif, hein, n'est-ce pas ? C'est pas très bon pour les poumons, mais on peut continuer à fumer toute sa vie. Donc, il y a une espèce de prise de conscience, mais cette prise de conscience s'appuie justement sur ce que je disais, il faut reconstruire une histoire chez chaque patient, et cette histoire, elle peut être reconstituée grâce à nos savoirs en sciences humaines et sociales. C'est-à-dire que c'est le moyen, le mot placebo nous permet de comprendre ce qui peut intéresser nos collègues médecins et ce que nous faisons nous. C'est-à-dire qu'ils essaient de comprendre comment les patients, je parle des médecins là parce que c'était eux les plus, les plus visibles au cours de ces 3 jours. Et c'est vrai qu'en s'appuyant sur les recherches que nous faisons, eh bien, ils apprennent, ils comprennent certains cheminements imaginaires, la naissance de certaines croyances, et qui peuvent les aider à interpréter un peu mieux leur jugement en matière de santé. Alors, je pense que je ne suis pas du tout claire, je vous prie de m'en excuser, mais je vous demande simplement de réfléchir à cette notion de placebo qui m'a semblé, dans la bouche de Régis Ankar, particulièrement pas claire, mais pouvant permettre de réfléchir. Bon, je crois que je vais m'arrêter là, parce que sinon,
d'abord, je n'ai pas d'autres mots à vous proposer. Je le regrette beaucoup parce que je pense que si j'avais entendu les 4 interventions de ce matin, je pense que j'aurais été un petit peu plus inspirée, notamment pour ce qui est de ces réformes alimentaires à travers le végétarisme, qui sont des propositions à la fois semi-officielles, quelquefois officielles, mais qui aussi dépendent de choix individuels dont on a beaucoup de difficultés à retracer l'origine et les motivations. Et de même, j'aurais tenu compte aussi avec grand intérêt de tout ce qu'a raconté Jean-Philippe Laferrière, qui il nous a posé carrément une énigme que nous avons envie de résoudre. Et l'alimentation socialiste des enfants aussi, pour être un bon communiste, il faut ne pas s'intéresser au goût et considérer que l'alimentation, c'est surtout un moyen de recharger sa machine pour être un bon communiste et agir en agent de la construction du communisme dans son pays. Je vous remercie et je vous prie de m'excuser pour ce tableau qui va un petit peu dans tous les sens. Simplement, je voulais remercier de nouveau les membres du comité scientifique de ce colloque, qui se sont impliqués dans sa réalisation. Et je voulais aussi vous remercier, vous, en tant qu'audience, en tant que participant au colloque, pour votre fidélité et votre intérêt. Et le prochain colloque de l'Institut européen, le prochain colloque scientifique, en principe, devrait avoir lieu dans 2 ans. Pour l'instant, nous sommes, enfin, pas moi spécifiquement, mais il est en cours d'élaboration par un groupe de collègues et on ne peut pas en dire plus pour l'instant. Voilà, merci beaucoup.